Bonjour, je m'appelle Karine Damarcin, je suis professeure de philosophie. J'ai rencontré Jabert par les canaux virtuels, c'est-à-dire en fait d'abord par une de ses toiles qui s'appelle Visage X. Et j'ai été saisie par la puissance d'évocation de son trait. Alors je l'ai liké. Je lui ai demandé de devenir mon ami. Depuis ce temps-là, je suis sa production et j'espère d'apprendre beaucoup de lui, de comment est-ce qu'il dévoile le réel à travers son approche artistique, sa démarche artistique. Dissonance, c'est le moment où il y a une brisure d'harmonie. Hein, l'harmonie en soi, c'est quelque chose qui doit te calmer, qui doit t'apaiser. Mais la dissonance, elle vient réveiller, elle attire ton regard. En fait, dans la musique, la dissonance, elle attire surtout ton oreille. Elle te dit, il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, alors que l'harmonie, elle tend plutôt à t'élever. La dissonance tend à te fracasser puis te précipiter là. Et c'est plus ça que je vois dans tes toiles qu'une toile plus classique où, en fait, encore une fois, on voudrait que tu t'imprègnes dans cette toile-là. La toile classique, elle va te dire ben regarde-moi et laisse ton regard m'épouser, alors que la tienne, elle ne dit pas ça. Tes toiles, en fait, me disent plutôt il y a un élément de vibration qui est là, un tremblement, quelque chose comme un voile encore. Je vois encore ce voile-là qui frémit et puis qui me dit lève-moi. Je m'appelle Walid El Kachab, je suis professeur d'études arabes à l'université York et je travaille sur les études culturelles, c'est pour cela que je travaille un peu sur beaux-arts, arts plastiques, cinéma, littérature, poésie, entre autres. J'ai rencontré Jabert à la fin des années 90, je crois, sinon au début des années 2000. J'ai l'impression que je l'ai connu depuis très longtemps. On a travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, mais j'ai surtout écrit 2 conférences et un article sur Jabert par intérêt professionnel, puisque le travail de Jabert a certaines connexions au Moyen-Orient, même si ce n'est pas du tout visible à la surface de ses œuvres. Et puis, par intérêt personnel, je trouve que son travail mérite d'être étudié, regardé, acheté, exposé et tout et tout. Tu as dit qu'on te dit souvent tes œuvres rappellent Bosch. Je pense que c'est évident, c'est la première chose qui saute à l'esprit. Mais maintenant, avec l'accumulation de la veine bochienne dans ce que tu fais depuis au moins une dizaine d'années, je pense que c'est évident qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre. Avec Bosch, c'est l'horreur. Chez toi, il y a aussi le thème de l'horreur, mais pas dans le sens que c'est horrible. C'est horrible dans le sens d'un contact avec le sublime ou avec l'autre, que ce soit Dieu, que ce soit l'autre, que ce soit l'imaginaire, que ce soit l'inconnu. Une rencontre tellement horrible, c'est-à-dire tellement forte qu'on n'arrive pas à l'exprimer autrement que par la monstruosité, c'est-à-dire créer des mots qui n'existent pas, des visages qui n'existent pas, des tableaux qui n'existent pas. C'est ça l'horreur dans ce que tu fais. Une horreur esthétique, belle, mais aussi sublime. Alors, je me nomme Édouard Lachapelle, j'agis depuis bientôt 40 ans à divers titres dans le milieu des arts visuels à Montréal. Je suis peintre, graveur. J'ai consacré 23 ans à l'enseignement. J'ai enseigné l'histoire de l'art
au Conservatoire de musique de Montréal. Et je suis impliqué dans l'Association internationale des critiques d'art. Je suis d'ailleurs le trésorier de la section canadienne. La peinture servait à raconter, à transmettre le récit évangélique ou le récit biblique. Et peu à peu, les peintres se sont détachés de ça pour donner à la peinture une vocation qui lui soit propre. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, c'est que tu prends la liberté de te raconter quelque chose au sujet de ce que tu fais, mais sans soumettre ta peinture à cette volonté-là. Tu ne demandes pas à ta peinture de raconter une histoire qui découlerait de ta volonté de raconter. Tu la laisses raconter. Et si moi, ça ne me dit pas la même histoire, ben, j'ai la permission de le lire autrement, le tableau. Tout à fait. C'est là que ça m'intéresse. Jaber Lutfi, artiste peintre. Je suis dans mon atelier, je produis un objet, je le peins, les fantasmes c'est mon moteur, mes désirs sont mon moteur, et je commence à babouiller, des images apparaissent. Dans le fond, je rentre dans ma solitude, j'expérimente quelque chose dans cette solitude-là, j'en laisse des traces, et c'est ça que je montre aux gens. Les gens réagissent ou pas. Ce à quoi je voulais en arriver, on a parlé tantôt du politique, du religieux, je pense que, on dirait que le politique, le religieux, la culture, ça s'articule exactement autour du moment où je fais quelque chose dans ma solitude et je le montre aux autres. Et c'est en le montrant aux autres que là, les autres veulent se montrer aussi. Ça devient public. Puis ce que je sens dans ton œuvre, c'est une acceptation du symbolique. Pour toi, c'est ton langage, tu rentres dedans, tu puises allègrement, alors que dans les derniers siècles, dans les dernières décennies en Occident, on a voulu rejeter ce symbolisme-là. On ne veut plus puiser dedans. On se méfie de lui parce qu'avec lui viennent toutes les horreurs que la religion nous a fait vivre. Alors, on a ce rapport à la symbolique et au religieux qui sous-tend, qui est un rapport de négation de la symbolique. Alors, on va dans le conceptuel, on va dans l'abstrait, on va dans les lignes, dans les formes. C'est très formel, l'art, maintenant. Alors que toi, tu nous ramènes dans ce langage-là, mais avec une liberté. Parce que c'est le langage que l'Église nous a donné, mais c'est en même temps dit par toi et sans souci de ce que le magistère pourrait cautionner de ton utilisation du langage. Tu disais que tu écrivais ton journal en peinture. Je dirais aussi que tu peins tes rêves, sans qu'on en ait jamais parlé. Mais enfin, tu peins les rêves de tout le monde aussi. Et je pense que ce qui frappe les gens en te disant, quand ils te disent « nous avons peur » en regardant tes peintures, ou quand je dis il y a de l'horreur dans ce que tu peins, c'est un peu ça, parce que le rêve, c'est aussi ce que nous n'arrivons pas à dire. Nous disons ça avec des images, et des images par définition incohérentes, et toi, tu fais de même, sauf qu'il y a une certaine cohérence, parce qu'il y a aussi une part consciente de ton travail. Tu ne fais pas de la peinture automatique quand même. Non, pas du tout. Et donc, en quelque sorte, tu mets nos rêves en forme. Maintenant, ce sont des rêves qui sont dans l'universel, dans un sens, parce qu'il est toujours question
de questions universelles, enfin, l'idée de Dieu ou d'un grand autre, ou l'idée de l'homme face à l'incompréhensible, ou encore la politique. Hein, tu fais des peintures très politiques. Moi, ce qui m'intéresse dans ce tableau-là, c'est que d'une certaine manière, il me fait vivre ce que j'appellerais des glissements de terrain. C'est-à-dire que si je me mets à vouloir, dans ma lecture, créer par exemple la forme cheval, je vais pouvoir entreprendre ça, puis perdre pied. Parce que, à un moment donné, où est-ce qu'il est vraiment le cheval? Tu sais, c'est même pas un quadrupède, cette histoire-là. Tu sais, d'une certaine manière, je m'y perds. Et c'est là que ça m'intéresse. En lisant le tableau, tout à coup, on perd le fil. Puis c'est là qu'on est amené à retrouver nos émotions à nous. Beaucoup d'artistes qui veulent vendre leurs travaux, mais c'est vrai que Jabert vend bien. Écoute, j'en vis depuis 25 ans. Et je pense que c'est entre autres dû au fait qu'il y a beaucoup de joie dans tes tableaux, même si parfois c'est sombre, même si ça fait peur. Il y a beaucoup de joie parce qu'il y a beaucoup de théâtralité. Ce que Walid a dit tout à l'heure, parce qu'il a parlé pour ainsi dire, d'une espèce d'investissement personnel là-dedans qui... Puis moi, je dirais qu'il se dégage de tout ça quelque chose de festif. C'est un reflet de la personnalité de Jabert. Ces tableaux-là débordent d'enthousiasme, même quand la surface est noire. Quand on arrive dans une peinture qui est abstraite, qui te dit rien d'autre que des impressions, ou en fait c'est des sensations, ou en fait on voudrait t'évoquer un concept, tout ça, c'est aride, c'est sec. On a besoin de se faire raconter du sens. Qui tout d'un coup de dire, ah, ok, il y a un sens dans ce texte-là, il y a quelque chose qui vient me parler à moi parce que ça parle de ma vie. Ben ça, toi, tu le fais en peinture. D'ouvrir ce narratif-là. A bourgeonner, a donné des fleurs, tout ça. Et là, c'est là. On est là, on peut admirer le jardin. Et là, je vais aller dans le même sens que Walid, c'est le temps de l'école. C'est le temps de transmettre à d'autres. Moi, je vois pas qu'est-ce qui pourrait s'ajouter à ton œuvre si ce n'est la transmission maintenant de cette façon de regarder. Ce qui me fascine dans beaucoup de tes chameaux, c'est que c'est le moment où il y a une fusion entre le travail du peintre et le travail mettons, de l'intellectuel ou du philosophe. Et ça se matérialise de façon très concrète et très terre-à-terre par on va dire des glissements de terrain, comme disait Édouard, mais peut-être aussi la rupture des frontières entre tous les terrains et tous les ordres. Il y a le tableau que tu appelles Chameau, je crois, où j'avais l'impression que c'était une princesse. Tu me dis que c'est un prince qui monte à dos de chameau. Mais la robe du cavalier ou de la cavalière fond avec le chameau, c'est probablement la selle, et puis le tout fond avec le désert, ou en tout cas la terre, le sol sur lequel il se retrouve. Alors, moi, je vois ça une illustration du principe disons, de la réflexion, où on se met dans un plan
soit un plan de la transcendance, disons, éthéré dans le monde des idées, soit un plan de l'immanence, c'est-à-dire les 4 pieds à terre, et puis on essaie de réfléchir de façon concrète. C'est là aussi un des aspects de la mystique dans ton œuvre. C'est pas tant la présence très forte, j'ai envie de dire très catholique, de Christ et de Vierge, mais c'est la fusion entre l'ordre du divin et l'ordre de l'humain, ou encore une fois, entre l'ordre du, entre guillemets, normal et l'ordre du monstrueux. C'est à peu près la même chose. Et tout ça, à mon avis, se cristallise autour de tes chameaux. Mais c'est toujours le frémissement, je vois toujours ce frémissement-là, le frémissement qui fait que c'est comme, bon, le Narcisse dans l'ombre, il y a le lac qui est là, l'histoire de Narcisse, je la rappelle peut-être un peu, là, mais Narcisse est penché au-dessus de l'eau. Au départ, l'eau, elle est calme, elle est paisible. Dans le texte de Vide, on te raconte comment est-ce que l'eau, elle est pristine, elle n'a jamais été touchée, elle n'a jamais été effleurée par qui que ce soit, et là, tu as Narcisse qui se penche. À force de se regarder, ce Narcisse-là, sur l'onde frémit. Pourquoi elle frémit? Bien, il y a le souffle de Narcisse, il y a un Narcisse qui souffre de plus en plus de ne pas pouvoir sa tête, puis éventuellement, on te raconte comment est-ce qu'il se met à pleurer. Et là, tu vois dans le texte la goutte d'eau, de la larme qui tombe dans l'eau puis qui fait frémir, qui brise l'image. Et là, Narcisse, ben, il n'est plus Bacchus, il n'est plus Apollon, il n'est plus cette perfection-là, il n'est plus le marbre de Paros, il devient la roche grise qu'Écho est devenu. C'est tout ce frémissement-là qui fragmente cette image au départ d'une image parfaite. Mais c'est ce moment de la fragmentation-là qui nous offre Jabert souvent. Ce que Karine nous dit, c'est... Moi, je lis ça comme un historien d'art. C'est-à-dire que Karine est en train de nous parler du baroque. Le baroque, c'est le lieu d'un théâtre, puis c'est le lieu de la métamorphose. Par exemple, si on prend les œuvres significatives de Bernini, c'est des histoires de Daphné changée en laurier. C'est des histoires de passage, c'est des histoires de transition. Ces transitions-là, tout à l'heure, j'en parlais en termes de glissement de terrain, tu sais, qui fait perdre pied, puis tu es obligé de comme, changer de niveau dans l'image. Et c'est aussi très baroque tout ça. Si tu te devais classer mon travail quelque part dans l'histoire de l'art, tu le mettrais avec les baroques? Baroque. Oui. Ce que Picasso fait, c'est au lieu de s'installer devant un cheval qui ne bouge pas, il se met à faire le tour d'un cheval qui bouge. Et puis, il prend des notes, il prend des morceaux. C'est comme ton démiurge, en fait, mais qui se promène oui, mais c'est d'une certaine manière, c'est peut-être pas visuel, mais d'une certaine manière, Jabert fait ça aussi. C'est-à-dire qu'il bouge. Il passe d'une métaphore à l'autre en peignant. Tu sais? De la même façon que Picasso passe d'un point de vue visuel à un autre, Jabert, il change d'idée en cours de route. C'est la bocca della verità, la bouche de la vérité que tu trouves à Rome, là. Et ça, c'est une espèce de... C'est gros comme ça, là, vraiment, là. Et là, il y a un trou qui est là, puis là, tu es supposé mettre avec beaucoup de courage ta main à l'intérieur et dire la vérité sur quelque chose. Et si tu ne dis pas la vérité sur quelque chose, la légende veut que la bouche va se fermer sur ton bras puis tu vas la perdre. Okay, oui. Et c'est ça, moi, que j'ai vu dans le visage. Oui, la première fois, j'ai dit « Ah, c'est la bocca della verità », mais en version La Belle et la Bête.
avec du poil partout, avec... et ça, c'est qu'on retrouve ça Mais c'est encore une drôle, fois. parce que je me sens comme ça quand je peins. C'est-à-dire que si je ne dis pas la vérité, ça va juste être plate. Je ne mourrai pas, ma main ne sera pas coupée, mais ça va être plate. Moi, je pense que tu dis aussi leurs quatre vérités aux gens, aux institutions, au pouvoir. Je pense toujours à ce tableau merveilleux où tu as la cour qui observe le roi qui dort, puis la cour sont des gens beaux, contents, merveilleusement joyeux, grands, puis le roi est minuscule, petit, à plat littéralement, parce qu'il ça c'est pas de l'iconographie officielle, c'est de l'iconographie de l'anti-utopie. Mais c'est pour cela que c'est très intéressant. Un élément d'orientalité très fort dans tes tableaux, mais qui n'a rien à voir avec l'Orient en tant que tel. On ne voit pas de minaret, on ne voit pas de désert, mais c'est la surfacialité. C'est-à-dire que oui, tu construis du théâtre, oui, bien sûr, les références sont occidentales, mais c'est un théâtre qui n'est pas un théâtre avec une tentative de reconstruire la tridimensionnalité de la Renaissance. Il y a un effet de surfacialité assez fort. La Renaissance a beaucoup travaillé sur rendre la toile plate qui donne l'illusion de la perspective tridimensionnelle. Et toi, tu renverses cela, ce qui fait que tu retournes à une esthétique assez forte en Orient, c'est-à-dire l'esthétique de la bidimensionnalité et de la surfacialité, comme je dis. Et alors, très souvent, ce qu'il y a d'oriental chez toi, c'est ce travail, en fait, à renforcer certains discours ou certaines pratiques ou certaines symboliques majeures en Occident. Quand, par exemple, le fou et le roi, c'est un peu universel. Hein, dans toutes les cultures, il y a cette idée. Mais le grand récit du fou qui devient roi, c'est un récit des Mille et une nuits. C'est un récit qui est attribué à différents personnages comme Juha. Il n'y a rien qui vient me chercher dans un de tes tableaux comme ce travail-là micro, où tu es dans un ensemble qui émerveille, qui est vraiment... Puis là, tu pars dans un de ces petits détails-là, quelque chose que tu as plus travaillé. Comme ça, quand j'ai vu ça, j'ai failli me prosterner. Parce que c'était dans la cuisine comme ça, sur un mur. Puis là, il y a une section en particulier, là, j'aurais passé la soirée dans cette section-là, tu vois. Bon, sans être obsessive, là, c'est le genre de choses qui m'attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut avoir peur de ce qu'il y a dans nos rêves, mais en quelque part, tu sais, ça fait partie du jeu aussi. Les personnages qui sont évoqués sont parfois doux, parfois tendres, parfois impassibles, parfois... résigné, quand tu as des visages ou des expressions qu'on peut ressentir, moi, tu sais, si je suis allée là, c'est ça, Puis moi, je sens que même dans tes visages un peu déformés, c'est pas l'horreur que je vois, c'est la métamorphose, tout le temps. J'ai l'impression qu'on est en train de passer, même quand dans ton bestiaire, des fois tu fais juste des animaux purement créés, comme si tu étais toi aussi créateur, dans le sens où tu continues d'inventer la vie tout le temps. Fait que moi, je trouve ça très vivant, pas morbide. Ce qui peut avoir l'air en putréfaction, pour moi, c'est comme une transformation, une métamorphose. Mais on participe au récit. À chaque fois que je vois tes tableaux, ça me rappelle à quel point ma propre imagination, elle est exotique et étrangère aux autres. C'est le raconteur qui cherche à l'intérieur de lui-même, qui regarde dans ce gouffre d'état interne, puis qui dit aux autres, regardez ce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi. C'est ça qui est à l'intérieur de moi, c'est ça qui est festif. C'est pour ça que je trouve que ces tableaux sont festifs, puis qui deviennent de plus en plus festifs avec le temps, d'après moi, parce que
il se retrouve de plus en plus, puis il dit aux autres, regardez ce que j'ai trouvé. Je pense pas qu'un peintre peut mentir. Je pense pas qu'un peintre qui descend pas en lui, qui trouve pas un espace en lui, peut pas transmettre l'espace dans sa toile. Quand le peintre fait le travail, fait l'expérience, fait tout le processus du sens, à ce moment-là, il peut faire rejaillir sa couleur, son espace, son travail sur la toile. Puis là, je pense que c'est là qu'il fait... Toute la richesse prend forme. Puis je pense que ce qu'on peut... quand je regarde tes toiles, je suis devant une expérience de vérité. Ta vérité, ton travail, ta justesse, puis ça peut pas mentir. Quand on est devant tes tableaux, on est en train de se parler, on se raconte une histoire, puis je suis toujours devant ça, de ce qui manque à notre société, parce que bon, tout ce qui est pas théâtre, là, mais ce qu'on nous fout à la télévision tout le temps, c'est pas des belles histoires, ou c'est des histoires tellement formatées. Puis là, on arrive devant ton tableau, puis encore, on a le goût, c'est que c'est... En antédiluvienne, on se raconte des histoires, tu sais. Les gens s'asseyent autour d'un feu pour se raconter des histoires. Puis là, on a ça. On a ce phénomène-là où, wow, je suis comme devant le conteur, tu sais. Seulement qu'on est là, on regarde 2 fois, 3 fois, il faut revenir. Parce qu'on l'a perçu comme ça. Puis non, la 3e fois, on dit, c'est pas la même chose que j'ai vu la première fois. J'avais emprunté à Pascal la distinction entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Puis dans l'esprit de géométrie, les choses sont ce qu'elles sont. Un triangle est un triangle. Dans l'esprit de finesse, c'est pas si clair. Les frontières sont pas nettes. Est-ce que c'est un cheval ou un chameau? On ne sait pas trop. C'est une histoire de finesse. À mon avis, l'exemple le plus parfait de l'esprit de finesse, ça serait une phrase de Valéry qui dit « L'homme est à tout instant autre chose que ce qu'il est. » Et ça, c'est présent dans la peinture de Jabert. Mais pour écarter un voile, il faut que tu lui touches, il faut que tu le tiennes bien, il faut que tu le définisses bien, et qu'une fois que tu l'as bien saisi, dans son écartement, ben, tu en trouves un autre. C'est dans ce mouvement d'élagage qu'à un moment donné, on arrive à... Ben, Parménide parlait de l'être. Hein? C'est ça m'a fait rire tout à l'heure. Il parle de ça, de l'être qui n'est pas l'être, mais Parménide, il dit la même chose. Puis Parménide, j'insiste là-dessus parce que ça ramène toujours à ce problème entre l'image fixe et la capacité de mettre en image le devenir. Il nous dit la vérité, c'est ce qu'il y a sur le fil de la lumière. Là. La vérité, elle est là, sur ce fil-là. De part et d'autre, la vérité, il y a l'opinion. Et c'est pas vrai que tu vas atteindre la vérité en te fixant sur la vérité. Tu vas l'atteindre, en fait, plutôt en explorant l'opinion pour ce qu'elle est, opinion. Et ayant vu l'opinion, tu l'écarteras. On en a déjà parlé. Moi, je trouve que ta peinture, au départ, elle est très éclatée, mais là, avec le temps, elle se définit de plus en plus. Le chaos s'organise de plus en plus. Ta démarche, c'est que elle crée à la fois un monde matériel devant nous, dans le tableau, et du coup, elle nous fait sentir qu'il y avait un autre monde dont on a perdu le souvenir et qu'on essaye de retrouver, qu'on essaye d'en conjurer le poids. Le Dieu qui mange Adam, ça c'est toute une histoire. On ne sait pas s'il y a eu Dieu ou s'il y a eu Adam, mais on sait qu'à un moment donné, on se sent dévoré par quelqu'un. On a tous vécu ça. Et on pense que c'est Dieu. Et alors c'est comme ça, le tableau, en créant Adam, il créait Dieu en même temps. Et ça, c'est le travail. Enfin, tout artiste peut le faire, mais toi, tu le fais. Moi, je te suggérerais d'illustrer le cimetière marin de Paul Valéry. Moi, c'est ce que je te suggérerais. Parce que ça glisse d'un monde à l'autre. Je pense qu'il est temps que tu fasses une série de 100 tableaux, ou encore mieux, de 1001 tableaux sur les 1001 nuits.
c'est Ah oui. la Trinité. Hein. La Trinité, Oh mon Dieu. c'est pas Dieu Ah le oui. Père et Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et la Trinité, c'est les mille et une nuits, Homère et la Bible. Et je pense que tu n'es pas encore rendu dans la Trinité si tu n'as pas encore fait au moins une centaine de tableaux. Je vois Jabert fait les 7 tailleurs qui ont chacun un ordre. Avec les 7 mouches Le premier avait 7 Oh, neveux j'aimerais que tu d'élèves fasses qui ont chacun... les 3 calendaires. Ça, c'est après Par Valérie. exemple, Hein, c'est après Valérie. Ça Après serait Valérie, après Les 3 après le calendaires. Saint-Marin.